Comme je te l'avais annoncé dans les séquences consacrées à la relativité de Galilée, je vais te parler ici du procès de Galilée. Alors, mon but n'est pas bien sûr de te donner un exposé historique détaillé du procès de Galilée, mais simplement de te donner les raisons pour lesquelles Galilée a eu un procès avec l'Église catholique de l'époque. Alors, si je m'intéresse à ça, si je tiens à t'exposer ça, c'est pour t'illustrer, pour t'expliquer le lien qu'il peut y avoir entre science d'une part et philosophie d'autre part. Ces liens sont en fait nombreux, mais ils sont souvent difficiles à appréhender. Et tu verras que dans ce cas-ci, il n'est pas trop difficile de voir ce lien de manière assez immédiate donc, entre science et philosophie. Et cette séquence sera aussi l'occasion de te donner un autre regard sur la relativité de Galilée, comme tu pourras le constater. Alors voilà, la relativité de Galilée, elle commence avec la problématique du modèle d'Aristote, du mouvement, le modèle qui est symbolisé ici par cette loi de proportionnalité. Il faut une force pour avoir une vitesse, c'est-à-dire pour avoir un mouvement. C'est une idée qui avait donc été formulée 4 siècles avant Jésus-Christ déjà. Voilà, et elle correspondait tout simplement à ce qu'on pouvait expérimenter tous les jours. Pour bouger un objet à la surface de la Terre, il fallait lui exercer des forces, bien sûr. Et voilà, plus la force qu'on applique est grande, plus la vitesse de déplacement est grande. C'est ce que symbolise donc cette petite loi de proportionnalité entre force et vitesse. Alors ça, cette loi, on peut l'expérimenter autrement. Par exemple, en lançant un caillou. Quand on lance un caillou, on exerce forcément une force. Alors tant qu'il y a une force, ça va, on peut expliquer la vitesse, mais au moment où le caillou quitte la main, il n'y a plus de force, et on voit que la vitesse, malgré tout, continue pendant un petit temps, le mouvement continue, jusqu'à ce que le caillou ici arrive à l'arrêt. Alors c'est ça qui est important, finalement, le temps pendant lequel le caillou a continué est très bref. Ce qui est important, c'est de voir que le caillou s'arrête, et que si on veut le rebouger, il faudra à nouveau exercer une force. Le caillou est maintenant fixe par rapport au référentiel de la Terre. C'est ce que je représente ici. C'est le référentiel ici, représenté par les axes de coordonnées ici, X, Y, Z. Ce référentiel est bien à 3 dimensions. On vit bien dans un monde à 3 dimensions. Et les axes ici permettent de repérer la position du caillou, par exemple. Le caillou a une certaine position en X, en Y, et une certaine hauteur ici en Z. C'est la notion de coordonnées qui est là. Donc ce caillou a certaines coordonnées, tout comme tous les points de l'espace ont une certaine coordonnée. Je représente ici certains points de l'espace. Chacun de ces points a des coordonnées x, y, z bien déterminées. Et maintenant, si j'ai représenté ces points, en fait, c'est parce que je vais te proposer de visualiser l'espace comme ça. Ce que je vais te proposer de faire ici, c'est de voir l'espace que tu as devant toi comme étant constitué de petits endroits qui sont juxtaposés, qui sont mis les uns à côté des autres, et chacun de ces endroits a des coordonnées bien précises, et tu réalises comme ça que l'espace est finalement fait d'un assemblage d'endroits. Les endroits peuvent être définis de manière très précise, ça devient des points à ce moment-là, c'est ce qui est représenté par ces petits points bleus ici. Donc ces petits points bleus représentent des endroits de l'espace qui ont des coordonnées bien précises. Voilà, alors je n'ai pas représenté tous les points de l'espace, bien sûr, puisque l'espace est constitué d'une infinité de points. Si tous les points étaient représentés, tous les points seraient l'un à côté de l'autre et on verrait tout bleu ici. Je n'en ai représenté que quelques-uns, bien sûr, pour qu'on voit encore quelque chose. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on concevait l'espace, en fait, à l'époque. L'espace était fait de points comme ceci, les uns à côté des autres, et on expliquait ici le fait que le caillou s'arrête à un moment donné par rapport à ces points. Voilà, il est fixe maintenant dans ces points qui représentent le référentiel que je viens de faire disparaître ici. Ce sera ma représentation du référentiel dans cet exposé. Le caillou est fixe par rapport à ce référentiel. Et s'il avançait, s'il a continué à avancer, au moment où la force avait disparu ici, quand il a quitté la main du lanceur ici, il avait encore une vitesse. Et s'il a perdu sa vitesse, on pensait que c'était tout simplement le fait d'avoir traversé ces points de l'espace. C'est un petit peu comme si ces points de l'espace offraient une certaine résistance au mouvement. C'est comme ça qu'on pouvait expliquer le modèle d'Aristote du lien entre force et vitesse. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on envisageait l'espace à l'époque. On voyait l'espace comme étant constitué de lieux comme ceci, représentés par ces points. Ces points sont immuables. La Terre est fixe
dans cet espace constitué de points immuables, figés comme ceci. Et donc si on prend un petit peu de recul, comme ça, ben, on voit la Terre maintenant de loin, on la voit figée dans cet espace. Et si il faut une force pour bouger quelque chose par rapport à la Terre, eh bien c'est parce qu'il faut passer à travers ces points de l'espace et que ça, ben, ça offre une certaine résistance au mouvement. Hein, c'est une manière de voir le modèle d'Aristote du mouvement. Alors ce que je représente ici, ben, c'est une illustration d'une autre raison pour laquelle on considérait que la Terre était une référence. Hein, d'une part, il faut une force pour bouger quelque chose par rapport à la Terre, donc la Terre ben, est la référence du mouvement. Dès qu'on veut bouger quelque chose par rapport à la Terre, il faut une force, mais la Terre apparaît comme une référence pour une autre raison aussi. La raison, ben, c'est tout simplement la gravitation. J'ai représenté un pommier, c'est quelques pommes qui ont chacune leur poids, représenté par les flèches ici. Hein, force ici, c'est le poids de chacune des pommes, hein, qui fait que ces pommes finissent par tomber par terre à un moment donné. Elles tombent sur la terre, comme tout objet qui est mis à une certaine distance de la terre, ben, retombe sur la terre. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le soleil. Alors lui ne tombe pas sur la Terre, mais quand il continue sa course ici, après s'être levé, ben, on a l'impression qu'il tourne autour de la Terre. Et à nouveau, on voit que la Terre ici sert de référence à quelque chose. Il y a trois raisons donc, de considérer que la Terre est une référence. Hein, c'est le fait que les astres tournent autour de la Terre. Donc j'en ai représenté trois ici, hein, ce sont les planètes. J'ai représenté donc Jupiter, Saturne, la Lune, le Soleil bien sûr, dont je parlais il y a quelques secondes, et aussi les étoiles, bien sûr. Donc voilà, la première raison de considérer la Terre comme une référence, ben c'est ça, c'est la rotation des astres autour de la Terre. Il semble que la Terre est fixe et que les astres tournent autour. Hein, c'est en tout cas l'expérience qu'on en a tous les jours. Voilà, l'autre raison, ben, c'est le fait que tout est attiré par la Terre, hein, ce que je vais représenter par les lignes ici, hein, qui donnent l'idée que tout est attiré par la Terre. La Terre est donc le centre de l'univers. Et la troisième raison, bien sûr, c'est qu'il faut une force pour bouger quelque chose par rapport à la Terre. Mais voilà, donc cette image qu'on obtient de la Terre à partir d'expériences donc de la vie de tous les jours, ben finalement, c'est une image qui correspond très très bien à l'image qui était prônée par la religion chrétienne à l'époque. Hein, je représente ici le Dieu chrétien comme il pouvait être représenté à l'époque. Et selon la religion chrétienne, eh bien, Dieu avait créé l'homme à son image. Et puisque la terre abrite l'homme, ben, il était logique que la terre ben, occupe une place privilégiée dans l'univers. Et donc la place privilégiée, ben, c'était tout simplement le centre de l'univers. Hein, je te répète le raisonnement. Dieu a créé l'homme à son image, et puisque l'homme est abrité par la terre, ben il est logique que la terre abrite les hommes ici qui sont faits à l'image de Dieu. Si Dieu est tout-puissant, ben il est logique qu'il ait créé ici la terre, l'habitat de l'homme au centre de l'univers. Alors c'est une idée en fait qui venait déjà depuis bien longtemps. L'adoption de ce modèle de l'univers existe en fait depuis l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle le modèle de Ptolémée qui était formulé déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc dans les écrits de Ptolémée. Voilà, donc c'était l'état des connaissances de l'époque. On pensait donc que c'était le modèle donc, de l'univers qui représentait la réalité. On en voit ici une représentation qui date de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, ou donc de l'époque de Galilée en gros, où on voit ici effectivement la Terre qui joue son rôle central, c'est le centre de l'univers ici. Et tous ces cercles ici représentent la course des astres, la course circulaire des astres ici autour de la Terre. Donc tout bouge autour de la Terre est la référence, ce qui est logique, puisque la Terre abrite l'homme qui est à l'image de Dieu, pour reprendre la référence de la religion chrétienne donc, de l'époque. Voilà, donc c'était l'état des connaissances à l'époque, et il se fait donc que Galilée était un scientifique extrêmement brillant sur le plan conceptuel, mais aussi extrêmement brillant sur le plan pratique. Galilée avait vraiment le génie expérimental, il était capable, il était très habile de ses mains, il fabriquait des dispositifs de mesure de grandeur physique, et un des dispositifs qu'il avait conçu, eh bien, c'était cette lunette astronomique qui lui permettait de voir des objets très éloignés de beaucoup plus près, comme s'il en était beaucoup plus près, de manière à les observer avec beaucoup plus de détails. Et un jour, il a eu l'idée d'observer la planète Jupiter avec sa lunette, et là, il a observé quelque chose que jamais personne n'avait réussi à observer avant lui. Voilà ce qu'il a observé.
hein, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On voit Jupiter ici entouré d'astres. 4 lunes tournent autour de Jupiter et ça l'a beaucoup intrigué bien sûr. Pourquoi? Ben parce que ce qu'il observait ici, c'est que Jupiter jouait un rôle tout à fait comparable à celui de la Terre dans le modèle de Ptolémée que je te remontre ici. Hein, la Terre ici est la référence autour de laquelle tout tourne et on voit ici que Jupiter prétend jouer le même rôle. On voit les astres qui tournent autour de Jupiter. Jupiter aussi apparaît comme étant la référence du mouvement de certains astres en tout cas. Et ça, ça a fortement bousculé les choses, bien sûr. On peut faire une petite expérience de la pensée qu'on pourrait attribuer à Galilée. Galilée aimait beaucoup les expériences de la pensée. On pourrait imaginer que Galilée s'est dit, ben voilà, si on habitait ici, à la surface de Jupiter, qu'est-ce qu'on observerait? On observerait 4 lunes qui passent dans le ciel. On va mettre ici des petits habitants de Jupiter. Voilà, ces petits habitants de Jupiter, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient 4 lunes passer dans le ciel, exactement comme nous, on voit notre lune passer dans le ciel. Alors si nous, ça nous donne l'illusion d'être au centre de l'univers, parce qu'on croit que la lune tourne autour de la Terre, il en serait forcément de même pour les petits jupitériens ici. Ils auraient bien sûr l'illusion qu'eux aussi sont au centre de l'univers. Et donc selon les jupitériens, le modèle de l'univers serait celui-ci. Ça serait Jupiter qui serait au centre et la Terre apparaîtrait tout simplement en périphérie ici comme les autres astres qui tourneraient autour de Jupiter. Alors bien sûr ce n'est pas le modèle auquel adhérait Galilée, mais ça a tout simplement rendu évident pour Galilée que finalement toutes les combinaisons étaient possibles et en particulier celle qui était proposée par Copernic qui disait que c'était le Soleil qui était au centre de l'univers. C'est ce qu'on appelle le modèle héliocentrique, hélio pour soleil et centrique donc pour centre. Copernic avait proposé ce modèle, comme tu le vois ici, à peu près 100 ans avant Galilée, ce qui est assez extraordinaire. Et si Copernic n'a pas eu les problèmes que Galilée a eus, c'est essentiellement parce que Copernic avait proposé ça comme une hypothèse. Il n'avait pas dit que c'était la réalité de manière absolue, et donc c'était plus ou moins toléré, c'était une fantaisie, disons, proposée par Copernic, sans plus. Mais voilà, maintenant que Galilée avait bousculé les choses en observant que Jupiter pouvait aussi être le centre du mouvement de certains astres, voilà, ce modèle, il était évident que ce modèle devenait tout à fait plausible et donc probablement réel aussi, puisque si Copernic avait proposé ce modèle, c'est parce qu'il permettait d'expliquer beaucoup mieux la course des astres, tels qu'on pouvait les observer à partir de la Terre. Si on adopte ce modèle de l'univers, on peut beaucoup mieux expliquer comment bouge Jupiter par rapport à la Terre, comment bouge Mars par rapport à la Terre, comment bouge Saturne, etc. etc. Voilà. Donc Galilée n'avait plus aucune difficulté à admettre ce modèle, bien sûr. Et c'est donc ça qu'il proposait dans ses écrits, notamment. Voilà. Alors, cette image de la Terre, de l'univers, bien sûr, était en fait difficile à accepter pour 3 raisons. La première, c'est la religion. Je représente ici à nouveau le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien avait dit que, que l'homme avait été créé à son image, et puisque la Terre abrite l'homme, il faut que la Terre se trouve au centre de l'univers. Ce serait bizarre de voir la Terre ici comme toute autre planète qui tournerait donc en périphérie ici du Soleil. C'était difficile à admettre. Une deuxième raison, c'était la gravitation. Je représente ici ça avec le pommier. La petite pomme ici va tomber. Où est-ce qu'elle va tomber? Sur la Terre. Elle ne va pas tomber sur la Lune. Ce qui veut dire que la Terre apparaît comme étant toujours la référence. La Terre semble être au centre de quelque chose, toujours. Et la troisième raison, c'est le fait qu'il faut une force pour bouger quelque chose par rapport à la Terre. S'il faut une force, c'est parce qu'il faut passer au travers des points de l'espace. C'est ce que je vais représenter ici. Il faut passer à travers les points ici qui constituent l'espace. C'est ça qui offre la résistance, qui nécessite cette force. Et voilà, donc c'était la troisième raison pour laquelle on pensait que la Terre était fixe dans l'univers et que c'était le Soleil donc qui tournait autour de la Terre. Alors si le Soleil tourne, il lui faut une force aussi. C'était difficile à expliquer, bien sûr, mais on attribuait cette force à Dieu. On disait que c'était des forces divines. Et d'ailleurs, tout ce qui tournait ici autour de la Terre, tous les astres, étaient considérés comme étant du domaine du divin. On pensait que c'était Dieu qui était responsable de ça.
Et voilà, et j'illustre ici quelque chose qui embêtait fort d'ailleurs cette idée qu'avaient donc les religions, hein, puisque c'est Dieu dont il s'agit ici. On pensait que le soleil, par exemple, était du domaine du divin. Tout simplement parce qu'on voyait le soleil comme quelque chose de parfait. Hein, quand tu regardes le soleil, il ne faut pas trop le regarder, mais on le voit comme une boule jaune, tout simplement parfaite, parfaitement lisse, parfaitement circulaire. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à l'assimiler à un objet parfait, un objet de l'ordre du divin. Et voilà ce que Galilée a observé. Galilée a observé pour la première fois les taches solaires grâce à sa lunette astronomique. Hein, voilà ce que Galilée voyait quand on regarde le Soleil avec une lunette astronomique. Eh bien, on voit des grosses taches à la surface du Soleil. C'est ce qu'on appelle les taches solaires. Et on voit que tout ça bouillonne et est changeant de jour en jour. Et on constate donc que le Soleil est en fait comme tout objet à la surface de la Terre. C'est un objet qui a l'air d'être régi par des lois physiques et non pas des lois divines. Hein, donc ça c'était juste pour ouvrir une parenthèse ici, je la referme maintenant, hein, pour te dire que les observations de Galilée eh bien, étaient gênantes du point de vue de la religion. Mais voilà, revenons-en à notre problématique ici, hein, la problématique du mouvement. Galilée s'est attaqué à ce problème, fallait-il réellement une force pour bouger un objet à la surface de la Terre? Là tu connais sa réponse, hein, tu sais qu'il a travaillé sur des plans inclinés, il a fait rouler une bille en bas du plan incliné ici, et il a vu que la bille continuait à se déplacer sur une certaine distance, ce qu'on pouvait bien sûr interpréter avec le modèle du mouvement d'Aristote. Hein, la bille s'est arrêtée, pourquoi? Parce qu'elle est freinée par le fait de passer au travers des points qui constituent l'espace. Tous ces points immuables ici, pour être traversés par un objet, exigent une force, et donc, s'il n'y a pas de force, la bille s'arrête. Mais tu sais bien que Galilée a montré que ce n'était pas vrai, puisqu'il a montré que c'est l'état de surface de la bille qui comptait. Hein, si on prend une bille qui est plus lisse, avec un plan incliné bien lisse et un plan roulant aussi bien lisse, eh bien, on obtient des distances de déplacement en l'absence de force qui sont bien plus grandes. Et donc Galilée a montré que ce n'est pas le passage au travers des points de l'espace ici qui provoque la nécessité d'une force. C'est tout simplement les forces de frottement. Si on annule les forces de frottement, ce qui montre donc que ce modèle-ci est faux, si on annule les forces de frottement, la vitesse peut exister en l'absence de force. Ce modèle-ci n'est donc pas correct. Et il a tout simplement montré comme ça comment le mouvement rectiligne uniforme était possible en l'absence de force. Voilà. Donc, puisqu'il ne faut pas de force, eh bien voilà, on peut recommencer avec toutes les expériences qu'on a vues dans les séquences précédentes. Hein, on peut lâcher une balle ici à la surface de la Terre, ce sera exactement la même chose que si on bouge ici dans un vaisseau spatial par rapport aux points de l'espace ici. Puisque ces points de l'espace n'offrent aucune résistance, l'expérience est tout simplement la même. Il n'y a aucune résistance sur la balle, voilà l'astronaute qui arrive, sa balle ici n'est absolument pas freinée ici par les points de l'espace et elle tombe verticalement à ses pieds, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ici l'astronaute est en mouvement, c'est comme ça qu'on l'a considéré, mais bien sûr, lui, il peut considérer qu'il est à l'arrêt, puisque l'expérience est exactement la même qu'à l'arrêt par rapport à la Terre, et donc lui, il voit l'espace qui l'environne exactement comme nous on le voit à la surface de la Terre, et il va donc considérer que chaque point de l'espace est un point qui constitue l'espace dans lequel lui se trouve. Hein, ce sont les points verts qui sont ici, c'est le référentiel du vaisseau spatial que je représente ici. Et bien sûr, ce référentiel, on peut représenter des points en dehors du vaisseau appartenant à ce référentiel, voilà qui est fait. Une fois qu'on adopte ce référentiel, ce n'est plus le vaisseau qui bouge, bien sûr, c'est toute la Terre qui bouge, avec l'expérimentateur ici, qui bouge forcément dans l'autre sens. Ok, voilà, donc c'est ce qu'on va montrer ici. L'astronaute est fixe, il va lâcher sa balle, elle va tomber dans son référentiel, à ses pieds bien sûr. Et ici, puisque la balle n'est pas retenue par les points de l'espace qui restent sur place ici, la balle continue, elle tombe pile poil au pied de l'expérimentateur, exactement comme elle tombe ici au pied de l'astronaute. Et voilà, c'est le principe d'équivalence des référentiels inertiels, autrement dit, c'est le principe de relativité de Galilée. Voilà. Et puisque les référentiels inertiels sont équivalents, puisqu'on peut bouger sans force, l'image de la Terre immuable parmi donc tous les points de l'univers immuable ici n'avait plus de sens, bien sûr, puisqu'on ne peut plus dire que ces points-là sont plus à l'arrêt que d'autres. On peut prendre le référentiel d'un vaisseau spatial, c'est la même chose. Et donc cette idée d'espace
immuable, avec la Terre figée dedans, n'a plus aucun sens. La Terre peut se mettre à tourner, et elle peut se mettre à tourner autour du Soleil, comme le dit le modèle de Copernic. Et voilà, et ça c'était quelque chose de très gênant, bien sûr, pour l'Église catholique, hein, puisqu'elle vient rompre l'idée du lien entre Dieu et l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, en voici une représentation, hein, c'est Dieu qui a créé Adam, le premier homme. Ici, c'est une représentation de Michel-Ange, hein, qui a vécu en Italie un petit peu avant Galilée d'ailleurs. Voilà, cette image-là est rompue. L'homme se retrouve finalement, non pas au centre de l'univers, sur une Terre fixe, mais il se retrouve sur une petite planète comme les autres, et donc il y a une rupture qui se fait ici. Il n'a plus la place attendue du divin, il n'a plus cette position divine. Et donc voilà, il y a une rupture qui se crée avec la proposition de Galilée. La Terre apparaît comme un petit caillou qui tourne dans l'univers. Voilà. Et bien sûr, de ce fait-là, du fait de la rupture du lien entre l'homme et Dieu, hein, l'homme est un petit peu orphelin de son Dieu. Ici, il est délaissé. Et donc forcément, s'il est délaissé par Dieu, peut-être qu'il pensera que Dieu n'est pas aussi puissant que ça, hein, que Dieu n'a pas tellement de choses à dire finalement sur cette terre qui est perdue qui est perdue ici sur une trajectoire dans l'univers. Et donc, la religion a perdu de son importance, de sa puissance. On craint moins Dieu, on a moins peur de Dieu maintenant pour cette raison. Et ça, ça n'arrangeait pas la religion, mais surtout aussi, ça n'arrangeait pas le système politique de l'époque qui s'appuyait sur la religion. Hein, la religion était ce qu'on appelle instrumentalisée. C'était un peu l'instrument des politiques, hein, pour avoir le contrôle de la population. Il était commode que les gens croient en Dieu, parce que s'ils croient en Dieu, ils craignent Dieu, et on peut les faire obéir à ce qu'on désire. Hein, donc c'était une manière d'avoir le pouvoir sur le peuple qui était tout simplement extraordinairement puissante. Et donc voilà, c'est cette construction-là, c'est cette image-là qui tombe. La religion prend moins d'importance parce que Dieu prend moins d'importance. La terre qui abrite l'homme, créée à l'image de Dieu, n'est finalement qu'un petit caillou qui tourne dans l'univers. Voilà. Et donc, la religion perd de sa puissance. Voilà. Et donc, tu comprends pourquoi il a eu des problèmes, hein, mais ce n'est pas la seule raison. Il faut aussi comprendre que d'un point de vue scientifique, il était très difficile d'admettre ce que disait Galilée. Et pour ça, ici, je vais te montrer qu'effectivement, ce n'est pas facile. J'ai représenté ici l'univers. C'est des petites étoiles ici, comme tu peux les observer quand il fait nuit. Hein, tu vois ces étoiles, elles sont fixes. Elles peuvent représenter les petits points que je représentais tout à l'heure pour dire que ça, c'est le référentiel qui représente l'espace, hein, l'espace immuable formé de points. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait voir l'univers. On pourrait se dire qu'il y a quand même un référentiel absolu dans l'univers. C'est l'univers qui est fixé par la position moyenne des étoiles, on pourrait dire. Et donc, quand un vaisseau spatial avance par rapport à ces étoiles, Galilée a dit, oui, voilà, il avance, mais le fait qu'il avance est relatif. C'est la relativité de Galilée. On peut très bien considérer qu'en fait, il n'avance pas et que c'est tout l'univers qui bouge par rapport à ce vaisseau. Et ça, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Hein, ce vaisseau avance par rapport à l'univers, mais on peut voir que c'est tout l'univers qui recule par rapport à lui. Okay, tu vois que ce n'est pas si facile que ça à admettre. On aurait tendance à croire qu'il existe malgré tout un référentiel absolu dans l'univers. La preuve de cette difficulté, c'est qu'en 1860, quand James Maxwell a découvert les ondes électromagnétiques, on a justement dit que la relativité de Galilée n'était pas bonne. On a invalidé la théorie de la relativité de Galilée. Pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Mais une onde, c'est une vibration, c'est quelque chose qui a besoin d'un support pour se propager. Prenons l'exemple des ondes sonores. Hein, le son, ce sont des vibrations des molécules d'air, c'est des variations de pression, c'est ce qu'on appelle la pression acoustique. Il y a bien un milieu qui véhicule ces ondes. Et quand Maxwell a découvert les ondes électromagnétiques, on s'est dit qu'il fallait forcément un support à ces ondes. Or, l'expérience montrait qu'elles se propageaient dans le vide. Et donc on se disait que le vide n'était pas tout à fait le vide, que le vide en fait était un matériau qui était impalpable, qu'on appelait pour cette raison l'éther, mais qu'il était malgré tout bien là. C'était le support des ondes électromagnétiques, exactement comme l'air est le support des ondes sonores, des ondes acoustiques.
Et donc en faisant ça, ben, on a rempli l'univers, hein, tout le vide qui est entre les étoiles était en fait rempli de cette matière impalpable, l'éther, qui fixait en fait l'univers. On avait de nouveau qu'est-ce que je dirais, un référentiel absolu. Hein, c'est le référentiel attaché à l'éther était le référentiel absolu. Les ondes électromagnétiques se propageaient par rapport à cet éther, et dès qu'on bougeait par rapport à l'éther, eh bien, la vitesse des ondes électromagnétiques était modifiée, forcément. Hein, si on avance par rapport à une onde qui avance dans le même sens, ben, l'onde va moins vite par rapport à nous. Hein, c'était vraiment cette idée. Donc il existait un référentiel absolu. C'est le référentiel de l'éther. Et donc, la relativité de Galilée était mise en défaut. Et il a fallu, hein, cette croyance a été très longue, il a fallu plusieurs dizaines d'années, il a fallu attendre Einstein, en fait, pour résoudre le problème et réhabiliter le principe de relativité de Galilée, c'est-à-dire réhabiliter l'idée que les référentiels inertiels sont équivalents. Alors ça, bien sûr, je ne peux pas te l'expliquer ici, hein, on verra ça dans des séquences bientôt. Hein, je t'expliquerai les raisons donc, pour lesquelles Einstein a permis de rétablir la relativité de Galilée. Mais voilà, donc si je te raconte ça, c'est tout simplement pour te montrer que même sur le plan scientifique, il était difficile d'adhérer aux idées de Galilée, même si actuellement elles sont tout à fait admises. Et donc voilà, tu n'es pas surpris bien sûr hein, que Galilée se soit retrouvé en procès parce que finalement, ben, il y avait les scientifiques, il y avait les religieux et il y avait le système politique qui était contre ces idées. Hein, voilà, donc c'était trois bonnes raisons pour se retrouver devant un procès. Et d'ailleurs, hein, ce sont les scientifiques qui ont commencé. Hein, c'est les premiers, en fait, sont les scientifiques qui ont attaqué Galilée. Ils l'ont d'ailleurs dénoncé à l'Inquisition, hein, le tribunal de l'Inquisition, qui était donc le tribunal religieux de l'époque, qui veillait à ce que tout soit bien conforme aux écrits religieux. Et donc Galilée a eu beaucoup de problèmes. Et en premier, c'est un scientifique qui l'a dénoncé, qui a dit « il faut arrêter ces idées, ça ne va pas ». Et donc c'est un scientifique du nom de Grassi, c'était un professeur de maths et de sciences, exactement comme Galilée. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des ennuis, qui se retrouvait donc en procès. Il a été convoqué plusieurs fois à Rome, hein, devant le tribunal de l'Inquisition, où on lui a demandé de renier ses idées. On lui a demandé d'exprimer le rejet de sa théorie de la relativité et de dire que c'était bien le modèle de Ptolémée qui était valable. Voilà. Pourquoi? Ben, comme je te l'ai dit, hein, c'est tout simplement pour réhabiliter l'image de Dieu, pour réhabiliter le lien entre l'homme et Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il est donc logique de trouver son habitat ici, la terre, au centre de l'univers. Ça permettait de rétablir la toute-puissance de la religion, de l'Église catholique et donc du système politique. Voilà. Alors Galilée a très vite compris qu'il était inutile de résister. Il connaissait un de ses collègues, hein, qui est Giordano Bruno, avait été brûlé sur la place publique en 1600 pour avoir eu des idées tout à fait comparables aux siennes. Hein, Giordano Bruno croyait au modèle de Copernic. Il proposait donc que la Terre n'était pas au centre de l'univers, ce que l'Église n'a pas accepté. Et donc il a été brûlé. Il n'a pas renié ses idées, lui, il les a affirmées jusqu'au bout. Voilà, donc il a été brûlé sur la place publique, et c'est ce dont Galilée était menacé. S'il ne reniait pas ses idées, si on ne revenait pas ici au modèle de Ptolémée, on menaçait donc de le brûler purement et simplement sur la place publique à Rome. Et donc Galilée a eu l'intelligence de ne pas plier, je dirais, de ne pas céder à ces menaces et de ne pas mettre sa vie en danger. Hein. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il n'a pas plié. C'est un peu le contraire en réalité. Il a plié, il a admis hein, que ses idées étaient fausses. Et moi, si je dis qu'il n'a pas plié, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas joué le jeu hein, de ces personnages de l'Église ici, qu'il devait certainement considérer plus comme des pantins hein, que comme des hommes de valeur. Et donc il n'a pas eu finalement trop de difficultés à renier, il tenait plus à la vie qu'à tenir bon face à ces gens-là. Voilà. Et donc il a certainement fait le bon choix, même s'il a été fort affecté, bien sûr, hein, surtout qu'il a été sanctionné, malgré le fait qu'il a renié ses théories, il a été fort sanctionné pour le restant de ses jours. Hein, il a passé les 10 dernières années de sa vie en résidence
surveillé, il était assigné à résidence, il n'avait plus de liberté, il ne pouvait plus voir qui il voulait, il était surveillé constamment. Au début, il était même en prison. Ensuite, le pape a commué sa peine en assignation donc à résidence. Voilà. Donc, il est mort dans le malheur malgré tout. Mais voilà, il a quand même survécu, je dirais, voilà, à ce procès. Voilà, c'est ici que cette histoire se termine. J'espère qu'elle t'a plu, hein. Elle t'a montré donc le lien qui existe entre philosophie, religion et même politique, hein, ici. Voilà, j'espère que ça t'a plu et merci pour ton attention. À très bientôt.